Lorsque Jake Martinez vit 95 Harley-Davidson entrer dans son garage délabré à l'aube, leur moteur vrombissant comme un convoi militaire, il crut que sa vie était finie. La veille, il avait fait quelque chose qu'aucun mécanicien ne devrait jamais faire. Il avait touché sans permission la fille du vice-président des Hells Angels. Son fauteuil roulant sur mesure, construit par les meilleurs ingénieurs que l'argent pouvait acheter, était censé être intouchable. Mais Jake avait vu quelque chose qui leur avait échappé à tous, quelque chose qui l'a poussé à tout risquer. À présent, alors que des moteurs vêtus de cuir entouraient son atelier, le visage caché derrière des lunettes de soleil noir, et que le président de leur club s'avançait, les poings serrés, Jake a compris qu'il avait soit accompli un miracle, soit signé son arrêt de mort. Avant de plonger dans la suite de l'histoire, si vous appréciez les récits mettant en scène des gens ordinaires qui risquent tout pour faire ce qui est juste, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à vous proposer d'autres incroyables histoires vraies de courage et de gentillesse. Et si cette histoire vous touche, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire aux héros du quotidien. Revenons maintenant au début de l'histoire. 14 heures plus tôt, Jake Martinez avait pris une décision qui allait tout changer. Mais à ce moment-là, debout dans son garage à 6h47 du matin, il ne pensait qu'à une chose, survivre. Le grondement a commencé doucement, comme un tonnerre lointain roulant à travers le désert de l'Arizona, puis s'est transformé en quelque chose qui a fait trembler les fenêtres de son petit magasin. Une Harley, puis 5, puis 20, puis tellement qu'il a arrêté de compter. 95 motos, pour être exact. 45 membres du Hells Angels Motorcycle Club, tous convergeant vers son garage délabré à Mesa, comme une armée vêtue de cuir, répondant à un appel à la guerre. Les mains de Jake tremblaient tandis qu'il serrait la clé qu'il tenait depuis qu'il avait entendu le premier moteur. De l'huile maculait ses doigts, incrustés dans les plis de ses paumes après une nuit passée à travailler jusqu'à ce que son corps le supplie d'arrêter. Il avait 34 ans et avait déjà été confronté au danger, notamment en Afghanistan, lors de des combats à Kandahar. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il s'agissait de combattants ennemis. Il s'agissait d'une confrérie qu'il avait défiée, d'un père qu'il avait contredit, d'une fille handicapée qu'il avait touchée sans autorisation explicite. Les motos encerclaient son atelier comme des loups entourant une proie blessée. Le chrome brillait sous le soleil matinal. Les gilets en cuir arboraient des écussons qui racontaient des histoires de loyauté, de violence et de liens indestructibles. Et à leur tête se trouvait un homme connu uniquement sous le nom de Reaper. 1,90 de fureur maîtrisée. Sa barbe poivre et sel encadrait un visage qui ne révélait rien derrière des lunettes de soleil aviateur foncé. Jake regardait à travers la vitre fissurée de la porte de son garage, tandis que Reaper descendait de sa moto avec les mouvements délibérés de quelqu'un qui avait déjà fait ce trajet auparavant. Quelqu'un qui savait exactement de quoi il était capable. Comment en suis-je arrivé là? La question hurlait dans l'esprit de Jake tandis que son cœur martelait contre ses côtes. Comment un mécanicien fauché, avec une jambe cassée et une entreprise en faillite, s'était-il retrouvé face à 95 Hells Angels et au jugement qu'ils étaient venus rendre? La réponse, il le savait, résidait dans un seul moment de vérité, 14 heures plus tôt. Un moment où il avait vu quelque chose que tout le monde avait manqué. Un moment où il avait choisi la compassion plutôt que la peur. Un moment où il avait tout misé sur sa capacité à voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre Jake Martinez. Et pour comprendre Jake, il faut comprendre que son garage n'était pas seulement une entreprise. C'était un sanctuaire, une raison d'être. La dernière chose qui le séparait de l'échec total. Le garage Martinez se trouvait dans un coin oublié de Mesa, en Arizona, où le désert s'approchait et où les loyers étaient bon marché parce que personne ne voulait s'y installer. Le bâtiment lui-même semblait tenu par l'espoir et du ruban adhésif. Le sol en béton était fissuré, la peinture s'écaillait sur les murs qui avaient autrefois été blancs, mais qui avaient pris la couleur des vieux os. Une porte métallique roulante qui grinçait à chaque fois qu'elle s'ouvrait, annonçant les clients que Jake avait rarement. Mais si vous regardiez de plus près, si vous y preniez vraiment d'attention, vous voyez autre chose. Les outils de Jake, aussi usés fussent-ils, étaient rangés dans un ordre parfait. Chaque clé était à sa place, chaque douille était classée par taille.
L'espace de travail était peut-être modeste, mais il était impeccable. C'était là toute la contradiction de Jake Martinez. Il était fauché, mais il n'était pas brisé. Pas là où cela comptait. Il avait appris la précision dans l'armée. 8 ans comme mécanicien automobile dans la 101e division aéroportée, déployé 2 fois en Afghanistan, où il avait maintenu les Humvee et les camions de transport en état de marche, malgré les tempêtes de sable et les conditions de combat. Son peloton plaisantait en disant que Jake pouvait entendre un problème de moteur avant qu'il ne se produise. Il pouvait sentir un désalignement dans ses os. Les mécaniciens maintiennent les soldats en vie, leur sergent leur avait dit. Chaque boulon que vous serrez, chaque système que vous vérifiez, c'est l'enfant de quelqu'un qui rentre à la maison. Jake avait pris cela au sérieux, peut-être trop au sérieux. Son ex-femme disait qu'il se souciait plus des machines que des gens. Elle disait qu'il pouvait passer 6 heures à diagnostiquer une transmission, mais qu'il ne pouvait pas passer 6 minutes à parler de leur mariage. Elle n'avait pas tout à fait tort. Jake comprenait les machines. Elles avaient un sens. Elles suivaient des règles. Quand quelque chose était cassé, il y avait toujours une raison, toujours une solution. Les gens étaient plus compliqués. Les gens mentaient. Les gens partaient. Les machines avaient juste besoin de quelqu'un qui les écoute. Ce jeudi matin, la veille du jour où 95 motards allaient encercler son magasin, Jake faisait ce qu'il faisait presque tous les matins. Il survivait à peine, les avis de loyer impayés s'empilaient sur son bureau, leur tampon rouge criant « Dernier avis ». Son petit déjeuner se composait d'un café acheté à la station-service et de tout l'optimisme qu'il pouvait rassembler. Sa jambe gauche boitait, conséquence d'un engin explosif improvisé qui avait mis fin à sa carrière dans l'armée, ce qui le ralentissait par rapport à avant, mais ses mains étaient toujours aussi fermes. Son esprit était toujours aussi vif. Il venait de terminer le remplacement des plaquettes de frein de la Honda de Madame Chin en lui facturant la moitié du prix pratiqué par n'importe quel autre magasin, car elle avait 67 ans et vivait de la sécurité sociale. Elle avait essayé de payer le prix fort, mais Jake l'avait refusé. Que pouvait-il faire d'autre? Prendre l'argent de la nourriture d'une grand-mère? Son compte en banque n'était pas d'accord avec son éthique, mais Jake avait appris depuis longtemps qu'on pouvait être pauvre et rester honnête. En fait, c'était parfois quand on était pauvre que l'honnêteté comptait vraiment. Au-dessus de son établi, épinglé au mur, se trouvait une seule photographie. 5 soldats en tenue de camouflage désert, les bras autour les uns des autres, plissant les yeux contre le soleil afghan. Jake était à gauche, plus jeune, les 2 jambes en état de marche, avec un sourire qui n'avait pas le poids qu'il avait d'aujourd'hui. 3 de ces hommes n'étaient pas rentrés chez eux. Jake, oui. Et parfois, tard dans la nuit, lorsque le garage était calme et que le vent du désert hurlait à travers les interstices des murs, il se demandait s'il avait survécu juste pour finir ici. Fauché, seul, s'éteignant dans un garage, sans que personne ne le remarque. Mais ensuite, il regardait ses outils, la photo et l'enseigne à l'extérieur qui disait « Martinez Auto Repair ». Nous réparons ce que les autres ne peuvent pas réparer. Et il se souvenait que survivre avait un sens, que l'expertise acquise à travers la souffrance avait de la valeur, que parfois, le plus petit défaut mécanique pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il l'avait appris dans le désert. Il était sur le point de s'en souvenir d'une manière qu'il ne pouvait imaginer. Le grondement les annonça avant que Jake ne voie quoi que ce soit. Pas le convoi. Pas encore. Juste une moto. Mais quelle moto! La Harley qui s'arrêta devant le garage de Jake était une moto personnalisée. Le genre qui coûte plus cher que la plupart des voitures. Le chrome était si poli qu'il semblait liquide. Le moteur était réglé à la perfection. Elle s'arrêta devant la porte ouverte de son atelier et, pendant un instant, Jake resta bouche bée. Puis le moteur descendit et l'instinct de survie de Jake se réveilla. L'homme était imposant. Il mesurait au moins 1,90 et ses épaules larges suggéraient qu'il ne se contentait pas de conduire des motos. Il pouvait probablement les soulever. Il avait une barbe poivre et sel, les cheveux longs tirés en arrière et un gilet en cuir qui affichait son allégeance à travers des écussons et des symboles que Jake reconnut immédiatement. Vice-président des Hells Angels. Les yeux de l'homme étaient cachés derrière des lunettes de soleil aviateur. Mais Jake pouvait sentir le poids de son regard. Quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose de prédateur dans sa façon de se déplacer. Pas agressif, contrôlé,
Comme un homme qui n'avait pas besoin de prouver qu'il était dangereux parce que tout le monde le savait déjà. L'homme s'arrêta à 3 mètres de l'entrée du garage de Jake. Il regarda autour de lui l'humble boutique avec une expression que Jake ne pouvait déchiffrer, puis parla d'une voix grave comme du gravier roulant en bas d'une montagne. Vous êtes Jake Martinez? J'ai entendu dire que vous étiez le meilleur réparateur de transmission à Mesa. Ce n'était pas vraiment une question. Derrière l'homme, une camionnette personnalisée entra dans le parking. Noire, coûteuse, le genre de véhicule qui suggérait une fortune considérable. La porte latérale s'ouvrit et un élévateur pour fauteuil roulant commença à descendre avec un bruit mécanique qui transperçait le matin désertique. C'est alors que Jake la vit. Sophie avait 16 ans, mais ses yeux reflétaient une lassitude qui la faisait paraître plus âgée. Des yeux noisettes brillants qui ne manquaient rien. De longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval décontractée. Elle portait un T-shirt délavé à l'effigie d'un groupe et un jean, le genre de tenue qui criait « adolescente normale ». Mais le fauteuil roulant dans lequel elle était assise n'avait rien de normal. L'appareil ressemblait à quelque chose conçu par des ingénieurs aérospatiaux. Cadre en titane élégant, système d'articulation complexe, panneau LED affichant des diagnostics. C'était le genre d'équipement qui coûtait plus cher que ce que Jake gagnait en 1 an, voire 2. Le fauteuil descendit doucement l'ascenseur et Sophie le manœuvra vers le garage avec une efficacité acquise par l'habitude. Jake remarqua cependant la légère grimace qui traversait son visage à chaque mouvement. « Ma fille !» dit l'homme, et soudain, son côté dangereux prit tout son sens. Ce n'était pas seulement un moteur, c'était un père. Elle a besoin d'une vidange d'huile sur sa chaise. Les roulements grincent. Jake hésita. Son panneau indiquait qu'il travaillait sur les voitures et les motos. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Je travaille sur les motos et les voitures, pas sur les équipements médicaux. Je ne voudrais pas le faire. L'homme s'approcha, sans menace, juste plus près. Vous travaillez sur tout ce qui est mécanique. C'est ce qui est écrit sur votre enseigne. Martinez Auto Repair. Nous réparons ce que les autres ne peuvent pas réparer. Les propres mots de Jake lui étaient renvoyés. Il regarda au-delà de l'homme vers Sophie qui avait arrêté son fauteuil roulant juste à l'extérieur du garage. Elle le regardait avec une expression mi-curieuse, mi-amusée. « Il ne va pas vous faire de mal, dit-elle, et il y avait un soupçon de sourire sur son visage. Son père ne réagit probablement pas à sa remarque, mais Jake vit ses yeux s'adoucir légèrement. Cet homme terrifiant vêtu d'un gilet en cuir avait une fille qui le taquinait, qui n'avait pas peur de lui, qui voyait au-delà des patchs et de la réputation pour découvrir autre chose. « Je m'appelle Reaper, dit l'homme, et Jake comprit que c'était à la fois une présentation et un avertissement. Voici Sophie. La chaise a coûté 40 000 $. Elle a été fabriquée par des spécialistes en Californie. C'est un modèle haut de gamme, mais elle grince. Et quand j'ai demandé où l'emmener, 3 personnes ont mentionné ton nom. Elles ont dit, « Tu vois des choses que les autres mécaniciens ne voient pas. » Jake sentit le poids des attentes peser sur ses épaules. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un test. Il le sentait dans la façon dont Reaper le regardait, dans la façon dont Sophie attendait de voir ce qu'il allait dire. Il acquiesça lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon qui ressemblait plus à de la graisse qu'à du tissu. « Amenez-la-moi, je vais jeter un œil. » Sophie roula vers l'avant, franchissant le petit rebord à l'entrée du garage, avec un choc discordant qui la fit sursauter. Ce ne fut qu'une petite réaction, rapidement dissimulée, mais Jake la remarqua. Il voyait tout. Reaper suivit sa fille à l'intérieur, sa présence remplissant le petit espace. De près, Jake pouvait voir les détails de son gilet, les écussons qui racontaient des histoires de chapitres, de ballades et de fraternité, les bagues en argent à ses doigts, les tatouages qui remontaient le long de son cou. C'était un homme qui avait vécu une vie. Jake pouvait à peine l'imaginer. Et en ce moment, cet homme lui confiait sa fille. Sophie plaça son fauteuil près de l'établi de Jake, dans la lumière où il diagnostiquait habituellement les problèmes. Elle regarda autour d'elle avec un intérêt sincère, ses yeux s'attardant sur les outils bien rangés, la vieille photo militaire, l'espace de travail modeste mais propre. « Joli atelier, dit-elle, et elle semblait sincère. Honnêtement. » Jake s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, sa jambe blessée protestant contre le mouvement, mais son attention déjà concentrée sur l'équipement. Et c'est là que son monde bascula, car ce qu'il vit au cours de ses 30 premières secondes d'observation allait tout changer.
Les yeux de Jake parcoururent le fauteuil roulant avec la précision systématique qu'il avait apprise dans l'armée. D'abord la répartition du poids, ensuite l'articulation des joints, puis les pointes de tension. Il lui fallut moins d'une minute pour comprendre quelque chose qui lui noua l'estomac. Ce n'est pas un appareil de mobilité, pensa-t-il. C'est une cage. Le fauteuil roulant était magnifique, à la pointe de la technologie, coûteux, bien au-delà de tout ce sur quoi Jake avait travaillé auparavant, et il était fondamentalement et catastrophiquement mauvais, pas cassé. Mauvais, il y a une différence. Cassé signifie que quelque chose a échoué. Une erreur signifie qu'il a été conçu pour échouer. La répartition du poids était inversée. La batterie, le composant le plus lourd, était placé trop en avant, exerçant une pression de 20 kg sur le bas du dos de Sophie, au lieu de la répartir sur le châssis. Sa colonne vertébrale était contrainte de prendre une courbure non naturelle, juste pour équilibrer le centre de gravité du fauteuil. L'alignement des roues était décalé de quelques degrés, si peu que la plupart des gens ne le remarqueraient pas, mais ces degrés s'additionnaient. Chaque fois que Sophie bougeait, son corps devait compenser les roues qui tiraient légèrement vers la gauche. Après des heures d'utilisation, cette compensation se transformait en douleur chronique à l'épaule et en tension musculaire permanente. La sensibilité du joystick était réglée si bas que Sophie devait appuyer fort pour que le fauteuil réponde. Jake pouvait voir les callosités sur sa main droite, là où elle tenait la commande. Une jeune fille de 16 ans ne devrait pas avoir de callosité à force de demander à son fauteuil roulant de bouger. Et le système de freinage, mon Dieu, le système de freinage, il s'engageait de manière inégale. Le côté gauche s'engageait une fraction de seconde avant le droit, créant un arrêt brusque qui lui faisait claquer le cou vers l'avant à chaque fois. Jake avait déjà vu cela, pas dans un fauteuil roulant, mais dans un Humvee à l'extérieur de Kandahar. La suspension avait été mal installée, un désalignement microscopique que tout le monde avait approuvé. Jake l'avait remarqué lors d'un contrôle de routine et avait insisté pour qu'on le répare, malgré l'avis contraire du sergent. 3 jours plus tard, ce Humvee a heurté un engin explosif improvisé. La suspension correcte a suffisamment absorbé le choc pour que les 4 soldats s'en sortent vivants. Si Jake n'avait pas remarqué ce défaut, s'il n'avait pas insisté pour réparer ce que tout le monde trouvait suffisant, ces hommes seraient morts. Il était maintenant confronté au même type de défaut. Machine différente, même principe. Ce fauteuil roulant torturait Sophie au ralenti, jour après jour. « Depuis combien de temps utilisez-vous ce fauteuil ?» demanda Jake d'une voix calme. Sophie pencha la tête, surprise par la question. La plupart des gens lui posaient des questions sur l'accident, sur ce qui lui était arrivé, sur la possibilité de remarcher un jour. Personne ne posait de questions sur le fauteuil. « 2 ans, répondit-elle. Depuis l'accident, ça fait mal. » Jake posa la question, tout en continuant d'examiner le cadre, ses doigts suivant le tracé des montants de soutien, à la recherche de fractures de fatigue. Sophie se figea. Quand elle parla, sa voix était plus faible qu'auparavant. « Oui, mes épaules, mon dos. Mais ils ont dit, c'est le meilleur que l'on puisse acheter, les meilleurs ingénieurs construits sur mesure. Alors, j'ai pensé que c'était juste moi, mon corps qui s'adaptait. » Jake leva les yeux vers elle et quelque chose se brisa dans sa poitrine. Elle souffrait depuis 2 ans et elle pensait que c'était de sa faute. Elle pensait que son corps ne parvenait pas à s'adapter à un équipement censé l'aider. Elle souffrait et elle s'en voulait parce que tout le monde lui disait que le fauteuil était parfait. « L'argent ne signifie pas toujours que c'est la bonne solution, » dit Jake doucement. Derrière lui, la voix de Reaper trancha l'air du garage comme une lame. « Vous avez quelque chose à dire, mécanicien? » Il y avait un avertissement dans ces mots, un danger. Jake sentit la température de la pièce chuter. Il était sur le point de contredire 40 000 $ d'ingénierie experte. Sur le point de dire au vice-président des Hells Angels que les spécialistes à qui il avait confié la vie de sa fille avaient échoué. Chaque instinct de survie, Jake lui avait crié de se taire, de réparer le grincement, de prendre son argent et de les renvoyer, de rester discret et en sécurité. Mais Sophie le regardait maintenant, et ses yeux reflétaient quelque chose qui dissipait sa peur. De l'espoir. Un espoir désespéré, fragile. Que peut-être, juste peut-être, quelqu'un avait enfin vu ce qu'elle avait trop peur de dire. Qu'elle n'était peut-être pas folle. Que la douleur n'était peut-être pas de sa faute. Jake avait appris dans le désert que parfois,
Le plus petit défaut mécanique pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Il avait appris que rester silencieux quand on voyait un problème ne garantissait pas la sécurité. Cela signifiait simplement que quelqu'un d'autre paierait le prix de votre lâcheté. Il se leva lentement, sa jambe lui faisant mal, et s'essuya les mains sur son chiffon. Les prochains mots qui sortiraient de sa bouche sauveraient Sophie ou le détruiraient. Il choisit Sophie. Jake prit une inspiration, retint son souffle, puis expira lentement. Puis il regarda Reaper droit dans les yeux et prononça les mots qui allaient tout changer. Je peux réparer le grincement, mais si vous le souhaitez, je pourrais régler le vrai problème. Le silence qui suivit était de ceux que l'on pourrait couper au couteau. Reaper ne bougeait pas, ne parlait pas, se tenait simplement là, tel un danger contrôlé de 1,86, attendant. Finalement, il serra la mâchoire. Quel problème? Jake garda une voix calme, respectueuse, technique, le même ton qu'il avait utilisé pour informer les officiers de l'armée lorsqu'il avait trouvé des défauts de critique dans l'équipement. Les chaises étaient mal construites, les poids étaient à l'envers, les alignements étaient mauvais, il y avait des pointes de tension ou de torture sur son corps. Celui qui l'avait conçu s'était concentré sur l'aspect sophistiqué et non sur le confort ou la fonctionnalité. Elle souffrait parce que la conception était fondamentalement défectueuse. Reaper se raidit complètement. Ça m'a coûté 40 000 $. Des spécialistes de Californie, plusieurs ingénieurs et médecins l'ont approuvé. Et vous me dites qu'ils se sont tous trompés. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais dans leur travail, dit Jake, et il le pensait vraiment. Je dis qu'ils n'écoutent pas les machines comme le ferait un mécanicien. Ils conçoivent des appareils qui ont l'air impressionnants. Je regarde ce qui fonctionne, et ça ne fonctionne pas. Pas pour elle. Sophia était complètement immobile dans son fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs. Jake pouvait voir qu'elle respirait à peine, attendant de voir ce qui allait se passer, attendant de voir si son père allait accepter cela ou exploser. Reaper retira lentement ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient gris, durs comme l'acier, et il clouait Jake sur place comme un papillon sur un tableau. Vous avez du cran, le mécanicien. Je vous l'accorde. Soit vous êtes le meilleur que j'ai jamais rencontré, soit vous êtes l'auteur de l'arnaque la plus stupide de l'histoire. Je n'arnaque personne, dit Jake. Je vous dis ce que je vois. Votre fille souffre depuis 2 ans parce que personne ne voulait admettre que l'empereur était nu. Eh bien, je n'ai pas peur de le dire. Ce fauteuil ne convient pas. Je peux la réparer ou vous pouvez l'emmener ailleurs et elle souffrira pendant encore 2 ans. Sophie se pencha soudainement en avant, sa voix rompant le silence. Vous pensez vraiment pouvoir l'améliorer? Jake détourna enfin son regard de Reaper et se concentra sur elle. Juste elle, je sais que je peux le faire. Le garage redevint silencieux. Reaper observa Jake avec l'intensité d'un homme qui avait passé sa vie à détecter les mensonges, les faiblesses et les intentions cachées des gens. Jake soutint son regard sans broncher. Il n'avait rien à cacher. Il avait raison. Et quelque part au plus profond de lui, dans son sang, dans chaque instinct aiguisé par 8 années passées à garder des soldats en vie dans une zone de guerre, il le savait. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, Reaper prit la parole. 24 heures, tu répares cette chaise. Tu la répares correctement. Et si tu te moques de moi, si tu fais du mal à ma fille, tu auras affaire à moi et à 94 de mes frères. Il se tourna vers la porte, fit signe à Sophie, laisse la chaise, nous viendrons te chercher. Sophie détacha sa ceinture de sécurité et Jake s'empressa de l'aider à passer dans un fauteuil roulant standard que Reaper sortit du van. Elle était légère, fragile dans ses bras pendant un instant, et il pouvait sentir à quel point elle avait caché sa douleur. Alors que Reaper la poussait vers le van, Sophie regarda par-dessus son épaule vers Jake. Ses yeux étaient humides, mais elle souriait. « Merci, murmura-t-elle, si doucement que seul Jake put l'entendre. Merci de m'avoir reçu. » Puis ils disparurent. La Harley rugit en démarrant. La camionnette la suivit et Jake resta seul dans son garage, regardant le fauteuil roulant à 40 000 $ qu'il venait de promettre de réparer en 24 heures, sachant que s'il échouait, 15 Hells Angels viendraient le chercher à l'aube. Si vous croyez qu'il faut défendre ce qui est juste, même lorsque c'est dangereux, cliquez sur le bouton « S'abonner », car Jake vient de parier sa vie pour faire ce qui est juste. Voyons si cela en vaut la peine.
La porte du garage se referma dans un grincement métallique qui résonna dans l'espace vide. Jake se retrouva seul, le poids de sa promesse pesant sur lui comme une couverture de plomb. 24 heures. Il avait 24 heures pour faire ce que des spécialistes californiens diplômés et disposant de budget illimité n'avaient pas réussi à faire. Le fauteuil roulant était posé sur son établi, sous la lumière crue des néons, à la fois incroyablement complexe et étrangement simple. Jake retroussa ses manches, approcha sa boîte à outils et fit ce qu'il faisait toujours lorsqu'il était confronté à un défi qui semblait trop grand. Il le décomposa en plusieurs éléments. Évaluer, diagnostiquer, reconstruire. Sa formation militaire se mit en marche comme une mémoire musculaire. En Afghanistan, il avait travaillé sur des véhicules qui avaient été poussés au-delà de leurs limites, des machines qui devaient fonctionner parfaitement, sinon des gens mouraient. Ce n'était pas si différent. Ce fauteuil roulant devait fonctionner parfaitement, sinon Sophie continuerait à souffrir. Et Jake devrait faire face à des conséquences auxquelles il ne voulait pas penser. Il commença par le démonter entièrement. Chaque boulon, chaque joint, chaque connexion électronique. Il disposa les composants sur son établi dans un ordre systématique, comme un chirurgien disposerait ses instruments avant une opération complexe. Les sections du châssis ici, les assemblages en laine là, les systèmes de contrôle et le câblage dans leur espace désigné. La batterie, lourde et déséquilibrée lorsqu'elle était posée sur la balance, pesait 21 kg et était positionnée exactement là où elle exercerait une pression maximale sur le bas du dos de Sophie. Pendant que Jake travaillait, son esprit répertoriait les problèmes plus vite que ses mains ne pouvaient agir. Le coussin du siège n'était pas seulement inconfortable, il était dangereux. La mousse se comprimait de manière inégale, créant des pointes de pression qui provoquaient des plaies après une utilisation prolongée. Il avait déjà constaté des problèmes similaires avec des gilets pare-balles mal conçus dans l'armée. Les soldats revenaient de patrouilles avec des ecchymoses et des lésions cutanées parce que la répartition du poids était mauvaise. C'était le même principe, mais dans un contexte différent. La batterie n'était pas seulement décentrée, elle était positionnée de manière catastrophique. Elle pesait 21 et était placée vers l'avant et à gauche, créant une inclinaison constante que le corps de Sophie devait compenser à chaque instant où elle était assise dans le fauteuil. Pas étonnant qu'elle ait mal aux épaules. Elle faisait essentiellement un exercice isométrique permanent juste pour rester assise droite. Les repose-pieds ont vraiment mis Jake en colère. Ils étaient montés 2 pouces trop en avant, ce qui signifiait que les genoux de Sophie étaient forcés en hyperextension pendant des heures. Douleur chronique aux genoux, dommages articulaires potentiels à long terme, et personne ne l'avait remarqué parce que personne ne lui avait demandé de montrer comment elle s'asseyait réellement dans le fauteuil pendant de longues périodes. Il l'avait mesurée une fois dans un cadre clinique, probablement alors qu'elle était fraîche et alerte. Il ne l'avait pas mesurée après 6 heures d'utilisation, lorsque la fatigue s'était installée et que son corps avait commencé à compenser d'une manière qui causerait des dommages permanents. 18 heures restaient. Il travaillait méthodiquement, luttant contre l'envie de se précipiter. Se précipiter causait des erreurs. Les erreurs pouvaient blesser Sophie. Il ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Vers 20 heures, alors qu'il examinait l'assemblage du siège, les doigts de Jake effleurèrent quelque chose qui n'avait pas sa place là. Un morceau de papier était glissé au fond du coussin, là où personne ne pouvait le voir à moins de démonter complètement le fauteuil. Il le retira délicatement et déplia ce qui s'avéra être un petit morceau de papier provenant d'un cahier. Les bords étaient usés par le temps et la compression. L'écriture était jeune, féminine, soignée. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, ça fait mal. Pour les mots. C'était tout. Pour les mots que Sophie avait écrits et cachés là où personne ne les trouverait, car les experts lui avaient dit que le fauteuil était parfait. Pour les mots qui disaient qu'elle criait en silence depuis 2 ans et que personne ne l'avait entendue. Jake posa la note sur son établi, à côté de la photo de son ancienne unité militaire. Les mécaniciens sauvent des vies. C'est ce que leur sergent leur avait dit. Chaque boulon que vous serrez, chaque système que vous vérifiez ici, c'est l'enfant de quelqu'un qui rentre à la maison. Jake regarda le fauteuil roulant démonté. Il regarda l'appel à l'aide caché de Sophie, ses propres mains usées qui savaient réparer des choses que personne d'autre ne pouvait voir.
Il ne s'agit pas de prouver que j'ai raison, pensa-t-il. Il s'agit de sauver cette fille de 2 années supplémentaires de souffrance. Peut-être plus. Peut-être pour toujours. Il prit sa clé et se remit au travail. 23 heures frappèrent Jake comme un poids physique. Il travaillait depuis près de 5 heures d'affilée. Sa jambe blessée lui faisait mal à force de rester debout trop longtemps. Longtemps. Son dos lui faisait souffrir à force de se pencher sur l'établi. Le garage était jonché de pièces de fauteuils roulants, d'outils éparpillés, de croquis qu'il avait esquissés puis rejetés. Et soudain, assis sur le sol en béton froid, entouré des preuves de son audace, Jake sentit le doute s'insinuer comme un poison dans ses veines. Et si je me trompais? La question surgit doucement au début, puis devint de plus en plus pressante à chaque seconde qui passait. Et si je me trompais? Et si les ingénieurs californiens avaient raison et que je ne suis qu'un mécanicien fauché qui se croit compétent? Et si j'empirais les choses? Et si Sophie se blessait parce que j'étais trop arrogant pour admettre que j'étais dépassé? Il pouvait voir le visage de son ex-femme aussi clairement que si elle se tenait devant lui. Sarah, 3 ans après le divorce, mais ses paroles le blessaient encore profondément. Ils s'étaient disputés à propos de quelque chose. Il ne se souvenait même plus de quoi. Et elle le regardait avec une frustration épuisée et disait « Tu penses toujours en savoir plus que tout le monde, Jake. Les médecins, les thérapeutes, le conseiller conjugal, tout le monde. Un jour, ça va te coûter très cher. » Elle avait raison d'une certaine manière. Son entêtement, son incapacité à admettre qu'il pouvait se tromper, avait contribué à la fin de leur mariage. Il était tellement convaincu qu'il pouvait arranger les choses, les réparer, se réparer lui-même, si seulement tout le monde voulait bien l'écouter. Mais il n'y est pas parvenu. Il l'a quitté. Et maintenant, il était là, en train de refaire la même erreur, pensant qu'il savait mieux que les experts, pensant qu'il pouvait voir ce que des ingénieurs qualifiés ne pouvaient pas voir, pensant que son instinct valait mieux que leurs diplômes. Le téléphone de Jake était posé sur l'établi, le numéro de Reaper enregistré depuis qu'ils avaient échangé leurs coordonnées. Il le prit, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. Il pouvait appeler tout de suite, s'excuser, dire qu'il avait été trop précipité, qu'il avait besoin de plus de temps, qu'il devrait peut-être demander un deuxième avis à d'autres spécialistes. Reaper serait en colère, mais Jake s'en remettrait. Il pourrait vivre avec l'image d'un idiot. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était de faire du mal à Sophie. Le téléphone lui semblait lourd dans la main. Le poids d'un échec potentiel lui écrasait la poitrine. Puis son regard se posa sur le mot. « Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Ça fait mal. » Des mots que Sophie avait été trop effrayée ou trop conditionnée pour prononcer à voix haute. Des mots qui représentaient 2 années de souffrance, qu'elle s'était reprochée, parce que tout le monde lui avait dit que l'équipement était parfait. Jake reposa le téléphone. Il regarda le cadre du fauteuil roulant, le regarda vraiment, et quelque chose changea dans sa perspective. Il cessa de le voir comme un appareil médical construit par des experts qu'il défiait. Il commença à le voir comme une prison que quelqu'un avait construite sans le vouloir. Une cage construite à partir de bonnes intentions, de matériaux coûteux et de la certitude absolue de savoir ce qui était le mieux. Mais il n'avait pas demandé à Sophie ce dont elle avait besoin. Il lui avait dit, et elle avait souffert en silence parce qu'elle pensait que le problème venait d'elle, pas d'eux. Jake s'était déjà eu tort auparavant. Dieu savait qu'il s'était trompé à de nombreuses reprises. Son mariage, ses décisions professionnelles, sa conviction qu'il pouvait réussir sa vie en dehors de la structure militaire qui lui avait donné un but. Mais cela, il le savait non pas parce qu'il avait des diplômes, des qualifications ou du matériel coûteux, mais parce qu'il avait passé 8 ans à sauver la vie de soldats en voyant des choses que les autres ne voyaient pas. Parce qu'il comprenait que les machines étaient construites par des humains et que les humains faisaient des erreurs. Parce qu'il avait appris dans la salle de classe, la plus brutale classe imaginable, que parfois, le plus petit défaut pouvait faire la différence entre la vie et la mort. « Je me suis déjà trompé », dit Jake à voix haute dans le garage vide, la voix rauque de fatigue et de conviction. « Mais je ne me trompe pas cette fois-ci. » L'horloge murale indiquait minuit. Il restait 6h30. Jake se leva, la jambe douloureuse, le dos protestant, les mains fermes comme de la pierre. Il avait du travail à faire. Jake ne se bat pas seulement contre une mauvaise ingénierie.
Il se bat contre un système qui privilégie le coût à l'efficacité. Si vous en avez assez de voir des gens souffrir parce que les experts refusent d'admettre leurs erreurs, commentez ci-dessous pour réparer ce qui ne va pas. Soutenons les opprimés. 1 heure du matin est arrivée avec le genre de clarté qui vient quand on dépasse l'épuisement pour trouver un second souffle. Jake avait maintenant son plan, pas seulement des modifications, mais une reconstruction complète. Il avait passé les dernières heures à dessiner des croquis, à calculer la répartition du poids, à mesurer les tolérances. Il était maintenant temps de construire. La première modification concernait la redistribution du poids, et elle était radicale. Le revêtement en titane qui composait le cadre inférieur était impressionnant, mais il représentait 5,5 kg de métal inutile. Magnifique, coûteux, mais totalement inadapté aux besoins de Sophie. Jake a soigneusement découpé l'excédent. Sa meuleuse d'angle projetait des étincelles sur le sol du garage, comme de petits feux d'artifice. À la place, il utilisa des panneaux en fibre de carbone qu'il avait récupérés il y a quelques mois sur le carénage d'une moto. Une moto sportive accidentée déclarée irréparable par l'assurance, mais dont la fibre de carbone était encore en bon état, solide, légère, parfaite. Il travailla lentement, collant avec précision la fibre de carbone au cadre à l'aide d'époxy qui durcirait et serait plus solide que les soudures d'origine. Plus léger signifie moins de tension, murmura-t-il pour lui-même, documentant son processus comme il avait l'habitude de documenter les réparations dans l'armée. Moins de tension signifie moins de douleur. Chaque gramme compte quand on le porte 16 heures par jour. 5,5 kg. Cela peut sembler peu, mais essayez de porter un poids de 5,5 kg sur le bas du dos toute la journée, tous les jours, pendant 2 ans. C'est ce que Sophie avait fait, mais plus maintenant. La deuxième modification concernait l'alignement dynamique, ce qui exigeait une grande précision. Jake n'y était parvenu qu'à quelques reprises au cours de sa carrière. L'empattement devait être allongé de 7,6 cm exactement pour répartir correctement le poids de Sophie. Trop court et le fauteuil serait instable. Trop long et il serait difficile à manœuvrer. Il a mesuré 7 fois avant de faire une seule coupe. Dans l'armée, ils avaient un dicton. Mesure 2 fois, coupe 1 fois. Jake a mesuré 7 fois parce que la colonne vertébrale de Sophie dépendait de la précision de son travail. Il a reconstruit les extensions du cadre en utilisant de l'aluminium renforcé, en ajustant les pointes de fixation afin que les roues soient parfaitement parallèles. Le centre de gravité s'est déplacé vers l'arrière, exactement là où il devait être. Désormais, la colonne vertébrale de Sophie pouvait se tenir naturellement, au lieu d'être contrainte à une courbure juste pour maintenir l'équilibre du fauteuil. Il l'a testé à vide, en poussant le cadre d'avant en arrière sur le sol du garage, pour sentir comment il se déplaçait. Fluide, stable, n'est-ce pas? La troisième modification était venue d'une source inattendue. Jake avait un VTT accroché dans un coin de son garage, vestige d'une époque où il avait les moyens de s'adonner à ses loisirs. Le vélo était équipé de micro-amortisseurs coûteux dans les moyeux des roues, conçus pour absorber les chocs sur les sentiers. Il n'avait jamais pensé à appliquer cette technologie à un fauteuil roulant jusqu'à présent. Il a soigneusement retiré les amortisseurs et les a adaptés aux roues du fauteuil roulant de Sophie. Il lui a fallu 3 heures pour usiner des supports de montage sur mesure, tester les taux de compression et régler la tension des ressorts. Mais lorsqu'il a eu terminé, les roues avaient un effet flottant qui absorbait les bosses au lieu de transférer chaque choc directement au corps de Sophie. Chaque fissure dans le trottoir, chaque seuil entre les pièces, chaque petite imperfection du sol qui lui secouait la colonne vertébrale, le fauteuil l'absorbait désormais, et non plus son corps. La quatrième modification concernait le joystick, et cela permit à Jake de comprendre quelque chose au sujet des ingénieurs d'origine. Ils avaient conçu le système de contrôle pour qu'il soit précis, ce qui signifiait qu'ils l'avaient rendu très pression pour l'activer. Précis pour eux, une torture pour Sophie. Jake recalibra la sensibilité, l'augmentant de 40%. Désormais, le joystick répondait au moindre effleurement. Sophie n'aurait plus à forcer sur son bras, ne développerait plus de callosité à force de serrer trop fort, n'épuiserait plus les muscles de ses épaules simplement pour demander au fauteuil de bouger. Les ingénieurs d'origine n'étaient pas de mauvaises personnes. Jake en était convaincu. Ils n'écoutaient tout simplement pas. Ils avaient construit ce qu'ils pensaient être nécessaire d'après la théorie et les spécifications.
Jake construisait ce dont Sophie avait réellement besoin d'après ses 2 années de souffrance cachée. C'est la différence entre l'ingénierie et la mécanique. Les ingénieurs conçoivent, les mécaniciens résolvent. La cinquième et dernière modification concernait le confort, et Jake l'abordait comme un artisan aborde un travail minutieux. Il reconstruisit le siège à partir de zéro en utilisant de la mousse à mémoire de forme recouverte de gel de qualité médicale qu'il avait commandé à un fournisseur qui lui devait une faveur. La mousse s'adapterait au corps de Sophie, répartissant la pression de manière uniforme. Le gel empêcherait l'accumulation de chaleur et offrirait un rembourrage qui ne se comprimerait pas de manière inégale avec le temps. Il a repositionné les repose-pieds en se basant sur les mesures qu'il avait prises à partir de photos de Sophie dans le fauteuil. La longueur réelle de ses jambes et non la mesure théorique issue d'une évaluation clinique. 5 cm à l'arrière, cela semblait être un changement insignifiant. Ces 5 cm allaient épargner à ses genoux des années de dommages cumulés. Les accoudoirs ont été ajustés à sa position de repos naturelle. Pas à celle indiquée par un tableau ergonomique, mais à celle où les bras de Sophie se posaient réellement lorsqu'elle était fatiguée, détendue, lorsqu'elle se contentait d'exister dans son fauteuil au lieu de se tenir droite pour les médecins et les spécialistes. 5 30. Le soleil commençait à peindre le ciel oriental de ses premières lueurs. Jake s'éloigna de l'établi et regarda ce qu'il avait créé. Le fauteuil roulant avait changé d'aspect, il était plus élégant, moins semblable à un équipement médical et ressemblait davantage à un instrument de précision conçu dans un but précis. Il testa chaque articulation, chaque mouvement, chaque système. Les roues roulaient sans à-coups. Les amortisseurs se comprimaient et se relâchaient avec une tension parfaite. Le joystick répondait au toucher de l'ours. Tout fonctionnait comme une machine bien construite doit fonctionner. Construite pour la personne qui en a besoin, pas pour ceux qui l'ont conçue. Jake s'assit contre le mur, son corps prenant enfin conscience de son épuisement. Il y a 24 heures, il était un mécanicien fauché qui réparait les plaquettes de frein d'une Honda. À présent, il venait de reconstruire un fauteuil roulant de 40 000 $ d'une manière qui allait soit prouver qu'il était un génie, soit le détruire complètement. Le soleil se levait à travers les fenêtres du garage, la même lumière qui était là quand tout cela avait commencé. Il restait 77 minutes avant l'arrivée de Reaper et de ses frères. Jake ferma les yeux un instant et murmura au garage vide, à Sophie, à toute force de l'univers qui écoutait les mécaniciens désespérés. « S'il vous plaît, faites que ça marche. Zach 30. » Jake se déplaçait dans le garage avec une précision rituelle, nettoyant les traces de sa reconstruction. Les outils retournèrent à leur place. Les copeaux de métal furent balayés, les pièces mises au rebut rangées dans un coin. Il travaillait lentement, méthodiquement, comme il avait nettoyé son fusil dans l'armée. Il y avait quelque chose de méditatif dans ce geste, quelque chose qui l'aidait à calmer l'anxiété qui montait dans sa poitrine comme une cocotte minute prête à exploser. Il s'est lavé les mains dans le petit lavabo de la salle de bain, frottant pour enlever la graisse, la poussière de métal et l'époxy séchée. L'eau était noire au début, puis grise, puis finalement claire. Il s'est regardé dans le miroir fissuré et l'homme qui le regardait avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'hier matin. Épuisé, terrifié, mais résolu, il enfila une chemise propre, la plus présentable qu'il pouvait trouver. Mais cela n'avait aucune importance. Reaper et ses frères n'étaient pas venus pour juger sa garde-robe. Ils étaient venus pour juger son travail, pour voir s'il avait sauvé Sophie ou s'il avait empiré les choses, pour décider s'il était un faiseur de miracles ou un escroc qui méritait la justice que les Hells. J'ai déjà pris des risques, pensa Jake, assis sur son tabouret, le fauteuil roulant reconstruit à côté de lui. Dans l'armée, j'ai misé ma vie sur mon instinct plus de fois que je ne peux le compter. Fais confiance à ton instinct. Le sergent disait souvent, ton instinct, c'est des choses que ton cerveau n'a pas encore comprises. Mais là, c'était différent. Il s'agissait de parier sur la vie de quelqu'un d'autre. S'il se trompait, Sophie souffrirait. Elle passerait encore de nombreuses années dans la douleur. Mais maintenant, elle saurait que ça aurait pu être mieux. Elle serait consciente que quelqu'un avait essayé de l'aider et avait échoué. Cela pourrait être pire que de n'avoir jamais eu d'espoir du tout. Et Reaper veillerait à ce que Jake ne répare plus jamais rien. Les moteurs ne le tueraient probablement pas, mais il lui ferait comprendre ce que cela signifiait de les contrarier.
de jouer avec la file d'un père et de perdre. La porte du garage était ouverte sur la rue, laissant entrer l'air frais du matin. Les oiseaux commençaient à chanter leur chorale matinale. Quelque part dans le quartier, un chien aboyait, des bruits matinaux normaux à Mesa, en Arizona. Tout était paisible et ordinaire. Puis, tranchant la tranquillité matinale comme un couteau dans de la soie, Jake l'entendit. Le grondement lointain au début, facile à confondre avec le tonnerre ou la circulation lointaine. Mais Jake savait mieux que quiconque. Il attendait ce bruit, le redoutant. Le grondement s'intensifia et le cœur de Jake se mit à battre plus fort malgré tous ses efforts pour rester calme. Le moment était venu, le moment où tout allait se décider. Il resta assis sur son tabouret, le fauteuil roulant reconstruit à côté de lui, et attendit que 95 Hells Angels dessinent de son sort. La première moto apparut au coin de la rue, le chrome scintillant dans le soleil matinal. Puis une autre, puis 5 autres, puis 10. Jake cessa de compter lorsqu'il arriva à 30, car cela n'avait plus d'importance. Elles continuaient d'arriver. Un flot incessant de Harley-Davidson, chacune représentant un frère du club, chacune représentant quelqu'un qui soutiendrait la décision de Reaper, quelle qu'elle soit. Elle remplissait de la rue, le parking, les terrains vagues de chaque côté du garage de Jake. 95 motos disposées en formation, suggérant une précision militaire et une unité absolue. Le bruit des 95 moteurs était physique. Jake pouvait le sentir dans sa poitrine, dans ses os. Une vibration qui faisait vibrer les fenêtres et déclencher les alarmes des voitures à 3 pâtés de maison. Puis, un par un, les moteurs se sont arrêtés, et le silence qui a suivi était en quelque sorte plus intimidant que le bruit ne l'avait été. Des gilets en cuir partout où Jake regardait, des écussons et des insignes qui racontaient des histoires de fraternité et de loyauté, et des choses que Jake ne pouvait qu'imaginer. Des barbes, des lunettes de soleil et des expressions qui ne révélaient rien. Ils n'étaient pas vraiment hostiles, mais ils étaient incontestablement intimidants. C'étaient des hommes qui avaient choisi une vie en marge des règles de la société conventionnelle. Des hommes qui rendaient leur propre justice. Et à ce moment-là, leur attention était entièrement tournée vers Jake. Reaper descendit lentement de sa moto, prenant son temps, laissant le moment s'installer. Ses frères s'écartèrent pour le laisser passer. Une mer de cuir et de chrome ouvrait la voie à leur vice-président. Il s'arrêta à 3 mètres de l'entrée du garage de Jake. Son expression était indéchiffrable derrière ses lunettes de soleil aviateur. Le silence s'étira, tendu comme un fil, prêt à se rompre. Finalement, Reaper prit la parole. « Où est-il? » Jake désigna le fauteuil roulant sur son établi, et sa voix était plus assurée qu'il ne se sentait. « J'ai tenu ma promesse. » Reaper s'avança, ses frères le suivant comme une marée. Ils se pressèrent autour du fauteuil roulant reconstruit, certains s'agenouillant pour l'examiner de plus près, d'autres restant en retrait, mais observant attentivement. Jake pouvait entendre des murmures. Il est différent, plus léger, plus propre. Les cadres ont été modifiés. Les moteurs discutaient entre eux à voix basse. Des évaluations techniques de la part d'hommes qui s'y connaissaient en mécanique, qui pouvaient voir que quelque chose de fondamental avait changé. Reaper fit lentement le tour du fauteuil roulant, les mains derrière le dos, sans le toucher, mais en examinant chaque détail. Les panneaux en fibre de carbone, l'empattement ajusté, les roues d'amortisseur, le siège reconstruit. Il passa 5 bonnes minutes à l'inspecter et Jake retint son souffle pendant tout ce temps. Finalement, Reaper se redressa et regarda Jake droit dans les yeux. « Explique-moi tout. » Jake avait la bouche sèche, mais il commença à expliquer chaque modification, chaque décision, pourquoi il avait apporté ces changements. Il utilisa un langage simple, faisant preuve de respect pour leur intelligence sans les prendre de haut. Ces hommes n'avaient peut-être pas de diplôme d'ingénieur, mais ils comprenaient les machines. Ils comprenaient que la fonction primait sur la forme. Ils comprenaient ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Certains moteurs acquiescèrent pendant que Jake expliquait la redistribution du poids. D'autres posèrent des questions sur les amortisseurs, des questions techniques qui montraient qu'ils écoutaient vraiment. Quelques-uns restèrent impassibles, réservant leur jugement jusqu'à ce qu'ils voient les résultats. Reaper n'interrompit pas, ne posa pas de questions, se contentant de rester là, absorbant chaque mot prononcé par Jake. Ses yeux gris derrière ses lunettes de soleil évaluaient non seulement le fauteuil roulant,
mais aussi Jake lui-même, à la recherche de mensonges, d'incertitudes, de tout signe indiquant que Jake leur vendait quelque chose auquel ils ne croyaient pas. Lorsque Jake eut terminé son explication, le silence revint. Reaper examina le fauteuil roulant pendant un long moment. Puis il regarda Jake et le poids de ce regard était presque physique. Finalement, Reaper retira lentement ses lunettes de soleil et Jake vit que ses yeux étaient humides. Il ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient d'une émotion à peine contenue. Sophie est dans le van, dit Reaper, d'une voix plus rauque qu'auparavant. Voyons voir si vous êtes un génie ou un homme en. En ce moment même, 95 Hells Angels décident du sort de Jake. Si vous êtes du côté de Jake, si vous pensez que le talent compte plus que les références, cliquez sur le bouton « J'aime ». Montrez-lui qu'il n'est pas seul. La porte du van s'ouvrit dans un sifflement hydraulique et Sophie apparut à l'entrée. Elle portait le même T-shirt du groupe que la veille. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, mais son visage arborait une expression que Jake avait déjà vue dans l'armée. Le regard de quelqu'un qui a appris à ne pas trop espérer, car l'espoir fait mal quand il meurt. Prudente sur ses gardes, désespérément désireuse de croire, mais terrifiée à l'idée d'une déception. Reaper s'avança pour l'aider. Et pendant un instant, le dangereux moteur disparut complètement. Ce n'était plus qu'un père aidant sa fille. Ses gestes étaient doux et rodés par 2 ans de routine. Il la souleva délicatement du fauteuil roulant standard qu'ils avaient apporté. Jake remarqua à quel point elle était légère, fragile, et à quel point elle faisait confiance à un mécanicien qu'elle connaissait à peine. Sophie s'installa dans le fauteuil roulant reconstruit, et Jake retint son souffle. C'était le moment. Soit tout ce qu'il avait promis se réaliserait, soit il venait de détruire l'espoir d'une jeune fille de 16 ans ainsi que son propre avenir. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent immédiatement. Ses mains agrippèrent les accoudoirs, sentant leur nouvelle position. Ses pieds se posèrent sur les repose-pieds qui étaient désormais correctement positionnés. Son dos se redressa naturellement au lieu d'être forcé à se courber. « C'est plus léger, dit-elle, et sa voix était pleine d'émerveillement. « C'est tellement plus léger, ajouta-t-elle en tendant la main vers le joystick qu'elle toucha du bout des doigts. À peine une pression. Il est plus léger, dit-elle, la voix émerveillée. Il est tellement plus léger, dit-elle en tendant la main vers le joystick, qu'elle effleura du bout des doigts. Elle n'exerça pratiquement aucune pression. Le fauteuil roulant réagit instantanément et roula en avant sans à-coups. Aucun décalage, aucune tension, aucun effort nécessaire pour le faire avancer. Le visage de Sophie se transforma. Son expression prudente s'effondra, laissant place à une joie pure et débridée. Elle avança, testant la réponse du fauteuil, puis tourna, puis se déplaça à nouveau. Les moteurs observaient en silence absolu Sophie naviguer dans le parking, et à chaque mouvement, elle gagnait en confiance. Le fauteuil répondait à ses mouvements comme s'il s'agissait d'une extension de son corps plutôt que d'une prison dans laquelle elle était enfermée. Elle roula sur une fissure dans le trottoir, du genre qui lui secouait la colonne vertébrale auparavant, et les amortisseurs absorbèrent l'impact si doucement qu'elle le sentit à peine. Sa posture se redressa naturellement, car la répartition du poids permit à sa colonne vertébrale de reposer dans sa courbure normale. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais elle souriait, souriant d'une manière qui suggérait qu'elle avait oublié ce que c'était que de bouger sans douleur. Elle fit un tour complet du parking, puis un autre. Plus rapide maintenant, plus confiante, ses mouvements étaient fluides et naturels. Les moteurs restèrent silencieux, observant ce miracle se dérouler, et Jake vit certains d'entre eux s'essuyer les yeux. Des hommes durs qui avaient vu la violence et mené une vie difficile, émus aux larmes par une adolescente, se souvenant de ce qu'était la liberté. Sophie arrêta le fauteuil roulant juste devant Jake. Elle leva les yeux vers lui, le visage baigné de larmes, mais elle riait. Un son haletant, incrédule, à la fois de joie et de libération après 2 ans de souffrance enfin reconnue. « J'avais oublié, dit-elle, la voix brisée. J'avais oublié ce que c'était de ne pas avoir mal. » Ces mots touchèrent Jake plus profondément que n'importe quel coup de poing. Pendant 2 ans, Sophie avait souffert constamment et elle avait oublié que la vie pouvait être différente. Elle avait accepté la souffrance comme sa nouvelle normalité parce que tout le monde lui disait que l'équipement était parfait et que le problème venait forcément d'elle. Mais ce n'était pas elle. Cela n'avait jamais été elle.
Reaper observait sa fille avec une expression qui passait tour à tour de l'incrédulité, la joie et quelque chose qui pouvait être du chagrin pour toute la douleur qu'elle avait endurée inutilement. Il serrait les mâchoires, luttant pour garder le contrôle, luttant pour ne pas s'effondrer devant ses frères. Il retira complètement ses lunettes de soleil, sans se soucier que ses yeux soient humides, sans se soucier que tout le monde puisse voir l'émotion qu'il gardait habituellement cachée. Il s'approcha lentement de Jake, et Jake recula instinctivement. C'était toujours Reaper, toujours le vice-président des Hells Angels, toujours un homme qui pouvait détruire Jake d'un simple mot à ses frères, toujours un père qui venait de réaliser que sa fille avait souffert alors qu'elle n'aurait pas dû. Reaper s'arrêta à quelques centimètres de Jake. Le garage, le parking, le monde entier semblait retenir son souffle. Puis Reaper tendit la main. Vous avez vu ce que des ingénieurs payés des millions ont manqué, dit-il, la voix chargée d'émotion. Ils n'essayaient plus de se cacher. Vous avez vu ma fille alors que eux ne voyaient qu'un cas d'étude. Jake lui serra la main, et la poignée de main de Reaper était ferme, mais pas menaçante. Ils se serrèrent la main. Deux hommes issus de mondes complètement différents, reliés par une jeune fille de 16 ans qui avait souffert en silence jusqu'à ce que quelqu'un finisse par l'écouter. Le silence qui enveloppait le parking s'est brisé. Les motards ont commencé à applaudir, à siffler, à crier leur approbation. Certains d'entre eux se sont approchés pour examiner le fauteuil roulant de plus près, demandant à Sophie ce qu'elle en pensait, s'émerveillant des modifications apportées par Jake. D'autres ont tapoté l'épaule de Jake, lui ont fait signe de la tête en signe de respect, l'ont accepté d'une manière qui transcendait les mots. Sophie pleurait toujours, souriait toujours, et elle tendit la main pour saisir celle de Jake. « Merci, murmura-t-elle. Merci de m'avoir vu. » Et Jake, épuisé, submergé et à peine capable de comprendre ce qui venait de se passer, ne pouvait que hocher la tête, car il comprenait maintenant ce qu'il avait vraiment fait. Il n'avait pas seulement réparé un fauteuil roulant, il avait redonné sa vie à Sophie. Ce faisant, il avait trouvé quelque chose qui lui manquait depuis qu'il avait quitté l'armée. Un but, une communauté, une raison d'être. Le soleil se levait au-dessus du désert de l'Arizona, réchauffant le parking rempli de 95 motos et les familles qu'elles représentaient. Jake Martinez, mécanicien fauché avec un garage en faillite et une jambe blessée, réalisa que parfois, les miracles ne viennent pas des diplômes, de l'argent ou de l'expertise. Parfois, ils viennent de quelqu'un qui se soucie suffisamment pour vraiment écouter. La célébration ne dura pas longtemps. La main de Reaper était toujours sur l'épaule de Jake lorsque son expression passa de la gratitude à quelque chose de plus sérieux, de plus déterminé. « Nous devons parler, dit-il, sa voix baissant d'un ton qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une demande. À l'intérieur, le soulagement de Jake s'évapora instantanément, remplacé par une tension familière. Il acquiesça et suivit Reaper dans le garage. Sophie les suivit, puis trois autres motards, leur présence remplissant le petit espace de cuir et de gravité. La porte du garage se referma, coupant la lumière du soleil et les frères en train de faire la fête à l'extérieur. Quoi que ce qui allait se passer, Reaper voulait que cela reste privé. Reaper se tenait au centre du garage, les bras croisés. Et le côté dangereux que Jake avait vu le premier jour était de retour. Pas vraiment menaçant, mais absolument sérieux. « Tu as fait quelque chose d'important aujourd'hui, » commença Reaper. Sa voix était mesurée et contrôlée. « Tu as soigné ma fille alors que personne d'autre n'avait pu le faire. Alors que des spécialistes diplômés, équipés de matériel sophistiqué et disposant de toutes les ressources financières possibles avaient échoué, tu as réussi. Cela signifie quelque chose. » Jake attendit, sentant venir la réprimande avant même que Reaper ne la prononce. « Mais tu as aussi manqué de respect à 40 000 $ de travail d'expert. Tu as critiqué des ingénieurs, des médecins, des spécialistes. Tu les as fait passer pour des idiots. Tu m'as fait passer pour un idiot parce que je leur ai fait confiance. » Jake se raidit, son esprit cherchant frénétiquement des réponses possibles, des défenses possibles. Mais Reaper n'avait pas fini. « Voici ce que je te propose. » Reaper sortit un morceau de papier plié de la poche de son gilet et le posa sur l'établi de Jake avec une précision délibérée. « Tu vas réparer tous les fauteuils roulants, déambulateurs et appareils d'aide à la mobilité cassés de notre communauté. Gratuitement. » Ces mots frappèrent Jake comme un coup physique. Gratuitement. Tous les appareils.
Son garage en difficulté lui permettait à peine de se nourrir. Et maintenant, on lui demandait de travailler pour rien. Jake ouvrit la bouche pour protester, mais Reaper leva la main pour le faire taire. Votre communauté? Parvint à demander Jake, la voix tendue. Reaper déplia le papier, révélant une liste de noms écrite à la main. Des dizaines de noms. Il y a 127 vétérans handicapés à Mesa et Chandler, dit Reaper, et quelque chose dans sa voix s'adoucit légèrement. Des frères qui ont servi leur pays ont été blessés et sont rentrés chez eux pour se retrouver face à un système qui se fiche complètement d'eux. Le ministère des Anciens combattants leur fournit du matériel de mauvaise qualité, les offres les moins chères, la qualité la plus basse. Le système les laisse tomber tous les jours. Il tapota la liste d'un doigt épais. Ces hommes et ces femmes ont tout sacrifié. Ils ont perdu des membres, leur mobilité, leur avenir, et leur gouvernement les remercie en leur fournissant du matériel qui fonctionne à peine et des médecins qui n'ont pas le temps de les écouter. Reaper regarda Jake droit dans les yeux, et Jake reconnut dans ce regard gris quelque chose qu'il avait lui-même vu dans le miroir. La colère face à l'injustice. La frustration face à un système qui a laissé tomber les personnes qu'il était censé protéger. Tu as réparé Sophie, maintenant tu vas les réparer eux. Jake fixa la liste, l'esprit en ébullition. 127 personnes, 127 modifications personnalisées, 127 vies qu'on lui demandait de changer. Je ne peux pas me permettre de travailler gratuitement, dit Jake, et il détestait à quel point cela semblait faible. Mon garage survit à peine. J'ai un loyer, des factures à payer, je dois manger. Nous fournirons le matériel, l'interrompit Reaper. Les outils, les pièces, tout ce dont tu as besoin. Tu fournis ton savoir-faire, tu fournis ton temps. Il s'approcha et sa voix devint presque douce. Nous prenons soin des nôtres, et à partir de maintenant, tu fais partie des nôtres. Avant que Jake n'ait le temps de répondre, l'un des motards qui les avait suivis à l'intérieur s'avança. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, avec des mèches grises dans la barbe et des cicatrices visibles sur les bras. « Je m'appelle Marcus », dit-il d'une voix rauque, chargée d'émotion. « J'ai perdu mes 2 jambes dans une chute. Je suis en fauteuil roulant depuis 8 ans. Les roues ne roulent pas droit. Je compense beaucoup. Mes épaules sont détruites. Les médecins disent que c'est comme ça. » Un autre moteur s'avança, plus jeune, peut-être la trentaine, boitant fortement, même en restant immobile. Tommy, hanche explosée, un gène explosif improvisé à l'extérieur de Mossoul. Ils m'ont donné un déambulateur trop court. Ça me tue le dos depuis 6 ans. Le kinésithérapeute dit que j'ai besoin d'un déambulateur sur mesure, mais l'assurance ne le couvre pas. Alors je vis avec la douleur. Ils continuaient à s'avancer un par un. Des noms et des histoires, des blessures et des équipements inadéquats, des marines, des soldats de l'armée de terre et de l'armée de l'air, des hommes et des femmes qui avaient servi, s'étaient sacrifiés et avaient été abandonnés par le système même qu'ils avaient défendu. Chaque histoire était un poids supplémentaire sur les épaules de Jake, mais c'était un poids qu'il reconnaissait. C'étaient ses camarades, ses frères et sœurs, d'une manière qui transcendait les clubs de motards ou les groupes sociaux. Ils avaient servi, ils s'étaient sacrifiés, ils avaient été trahis. Jake regarda Sophie, qui l'observait avec une expression qui montrait qu'elle savait exactement ce qu'il ressentait. Elle avait vécu avec un équipement inadéquat pendant 2 ans. Ses vétérans avaient vécu avec cela pendant beaucoup plus longtemps. « Je ne sais pas si je peux aider tout le monde, » dit Jake doucement. « Honnêtement, certains problèmes dépassent peut-être mes capacités dans un garage avec des pièces de récupération. » Reaper acquiesça, le regard empreint de respect pour l'honnêteté de Jake. « Alors dis-leur la vérité. Mais essaye. C'est tout ce qu'on peut te demander. Essaye et n'abandonne pas, et ne leur fais pas payer de l'argent qu'ils n'ont pas. » Il tendit à nouveau la main et cette fois, cela ressemblait à plus qu'une poignée de main. Cela ressemblait à un serment, un accord contraignant entre des hommes qui comprenaient ce que signifiait l'honneur. Jake prit sa main et tandis qu'il se serrait la main, il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Un but, ce qui lui manquait depuis qu'il avait quitté l'armée, ce que son garage en faillite, son divorce et sa vie isolée lui avaient enlevé. On lui donnait une mission, une raison d'être. « Quand commençons-nous » demanda Jake. Marcus sourit à travers son visage balafré. « Mon frère, nous commençons maintenant. » Le premier jour commença avant même que le soleil ne se soit levé.
Le fauteuil roulant de Marcus fut le premier, et Jake l'aborda de la même manière qu'il avait abordé celui de Sophie. Évaluation systématique, analyse des causes profondes, compréhension non seulement de ce qui était cassé, mais aussi du pourquoi. Le problème de suivi était en fait d'une simplicité élégante. Les roues avaient des diamètres légèrement différents, un défaut de fabrication si petit que personne ne l'avait remarqué. Mais en 8 ans, sur des milliers de kilomètres, cette minuscule différence avait obligé Marcus à compenser constamment, détruisant ses épaules au passage. Jake reconstruisit les roues à partir de zéro, les ajustant parfaitement, réglant l'alignement jusqu'à ce que le fauteuil roule droit comme une flèche. Lorsque Marcus le testa, roulant à travers le parking sans avoir à corriger sa trajectoire, sans que ses épaules ne protestent, il s'arrêta au milieu du parking et resta assis là. Ses larges épaules se mirent à trembler et Jake réalisa qu'il pleurait. Marcus roula vers Jake et sortit quelque chose de son cou. Ses plaques d'identité, celles qu'il avait portées pendant 3 déploiements. Tu les as méritées, mon frère, dit Marcus en pressant le métal usé dans la main de Jake. Plus que je ne les ai jamais mérités. Le deuxième jour, Tommy et son déambulateur courent arrivèrent. Jake ajusta la hauteur, ajouta des poignées rembourrées pour éviter les ampoules et renforça le cadre afin qu'il puisse supporter le poids de Tommy sans vaciller. La modification prit 3 heures. Lorsque Tommy se tint debout avec le déambulateur ajusté, sa colonne vertébrale se redressa pour la première fois en 6 ans. Le soulagement sur son visage fut immédiat et profond. Sa femme, qui l'avait conduit au garage, serra Jake dans ses bras si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Elle ne cessait de le remercier, les larmes coulant sur son visage. Et Jake restait là, mal à l'aise, acceptant une gratitude qu'il ne pensait pas mériter. Il avait simplement réparé ce qui aurait dû être réparé depuis le début. Le troisième jour changea tout. Les motards arrivèrent avec des camions remplis de matériel. De nouveaux outils encore dans leur emballage. Des matériaux que Jake n'avait jamais osé rêver de s'offrir. Un pont élévateur pneumatique professionnel. Du matériel de soudure qui ne produisait ni étincelles ni projection. Ils ont installé un meilleur éclairage, transformant le garage sombre en un véritable espace de travail. Et ils ont continué à apprendre, observant comment Jake diagnostiquait les problèmes. Prenant des notes sur ces modifications, Reaper a personnellement installé des bandes lumineuses LED, tandis que Sophie organisait les nouveaux matériaux, créant un système cohérent. Le garage devenait plus que l'entreprise en difficulté de Jake. Il devenait un centre communautaire. Le 4e jour, ils ont attiré une attention inattendue. Une camionnette de la télévision locale s'est arrêtée avec des caméras et un journaliste que Jake ne reconnaissait pas. Quelqu'un les avait informés, probablement l'un des anciens combattants. Jake avait aidé. Jake s'est immédiatement senti mal à l'aise et a essayé de les faire partir, mais Sophie est intervenue. Elle s'est placée entre Jake et la caméra et a parlé avec une assurance qui démentait ses 16 ans. Cet homme voit ce que personne d'autre ne voit, a-t-elle déclaré au journaliste d'une voix claire et forte. Les experts voient les spécifications et les réglementations. Jake voit les gens, il voit la souffrance. Et il ne peut pas détourner le regard. Il ne répare pas des machines, il répare des vies. L'interview a été diffusée le soir même et, le lendemain matin, le téléphone de Jake n'arrêtait pas de sonner. Le 5e jour, Jake a reçu plus de vétérans qu'il ne pouvait en gérer en une seule journée. Il n'y avait plus seulement des motards. La nouvelle s'était répandue dans les cliniques pour anciens combattants, les groupes de soutien aux vétérans et les conversations chuchotées dans les salles d'attente des kinésithérapeutes. Il y a un mécanicien à Mesa qui peut vous aider. Il y a un type qui vous écoute vraiment. Il y a quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous. Jake a commencé à travailler 16 heures par jour, s'arrêtant à peine pour manger, se nourrissant de café et de détermination. Mais il n'avait jamais semblé aussi vivant. La fatigue était réelle, mais la satisfaction l'était aussi, à chaque modification, à chaque visage reconnaissant. Chaque vétéran qui sortait de son garage en marchant ou en roulant avec moins de douleur qu'à son arrivée. C'était cela, le vrai sens de que les mécaniciens maintiennent les soldats en vie. Le 6e jour fut différent. Les motards organisèrent un barbecue dans le parking du garage et tous ceux que Jake avait aidés se présentèrent. Marcus, Tommy, Sophie et une douzaine d'autres, ainsi que leurs familles. Le parking était rempli de motos, de fauteuils roulants, de déambulateurs et de rires.
Les écussons de la confrérie étaient visibles partout, mais l'atmosphère n'était pas intimidante. C'était une réunion de famille, des gens qui s'étaient trouvés grâce à une souffrance commune et à un salut inattendu. Jake se tenait à l'écart, observant la fade, se sentant à la fois partie intégrante et à part. Reaper s'approcha avec 2 bières, en tendit une à Jake et se tint à ses côtés dans un silence confortable pendant un moment. « Tu sais ce que tu es maintenant? » demanda finalement Reaper. Jake secoua la tête et but une longue gorgée. « Qu'est-ce qui est essentiel? » dit Reaper, sans aucune trace d'ironie dans la voix. « Sans exagération. Tu es notre frère et les frères se protègent toujours les uns les autres. » Le 7e jour apporta un moment dont Jake se souviendrait pour le reste de sa vie. Il était sous un fauteuil roulant, en train d'ajuster le système de suspension, quand il entendit la voix de Sophie. Jake. Quelque chose dans son ton le fit rouler immédiatement hors dessous la chaise. Et elle était là, debout, non pas dans son fauteuil roulant, mais utilisant un déambulateur que Jake avait modifié. Oui, mais debout, se déplaçant de manière indépendante, marchant 3 pas, 4, 5. Son visage exprimait à la fois de la concentration, de la joie et de l'incrédulité. Jake laissa tomber ses outils, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Sophie était en fauteuil roulant depuis 2 ans. Elle avait complètement perdu sa mobilité à la suite d'une lésion médulaire. Et maintenant, elle marchait. « Le fauteuil m'a aidé, » dit Sophie en s'arrêtant devant lui, légèrement essoufflée. « Il a permis d'aligner correctement ma colonne vertébrale et de réduire la douleur constante. Il a donné à mon corps l'espace nécessaire pour guérir. Les médecins disaient que c'était impossible, mais ils avaient un tort. » Elle sourit à travers ses larmes. « Tu m'as rendu ma vie, Jake. Maintenant, je vais t'aider à sauver d'autres personnes. » Et c'est ce qu'elle fit. Sophie devint l'assistante de Jake, son organisatrice, sa défenseuse. Elle comprenait ce que vivaient les anciens combattants, car elle l'avait elle-même vécu. Elle parlait leur langage. Sa simple présence leur donnait de l'espoir. La preuve que l'amélioration était possible, que quelqu'un se souciait suffisamment d'eux pour essayer. Si vous pensez que les anciens combattants méritent mieux que ce que le système leur offre, si vous pensez qu'une personne compétente et généreuse peut changer des vies, commentez ci-dessous « Brothers take care of brothers ». Les frères prennent soin des frères. Rendons hommage à tous ceux qui prennent le relais lorsque le système échoue. L'enseigne a été installée un mardi matin. Professionnelle, imprimée, sans fioriture, mais légitime. Martinez Mobility Solutions. En dessous, en lettres plus petites, nous réparons ce que les autres veulent. Le garage était toujours modeste, toujours le même béton fissuré et la même poussière du désert. Mais il était transformé, organisé, utile, vivant. Les tenteurs s'étaient intégrés si naturellement dans les opérations. On aurait dit qu'ils avaient toujours été là. Reaper s'occupait de la planification, son leadership naturel se traduisant parfaitement dans la logistique. Marcus coordonnait la communication, assurant le lien avec les hôpitaux VA et les organisations d'anciens combattants. Tommy gérait l'approvisionnement en matériel. Ses contacts, acquis au fil des années passées à essayer de réparer son propre équipement, s'avéraient inestimables. Le mur qui n'arborait autrefois que la vieille photo militaire de Jake affichait désormais autre chose. 47 photos. Tous les anciens combattants que Jake avait aidés en 3 mois. Des noms écrits sous chaque photo, des visages souriants comme leur famille ne les avait probablement pas vus depuis des années. La chaîne de télévision locale avait réalisé un reportage de suivi. Il l'avait intitulé « Le mécanicien qui guérit » et le titre était resté. Jake détestait l'attention, mais Sophie lui avait rappelé que la publicité signifiait que plus de gens obtenaient de l'aide. Davantage d'anciens combattants apprenaient qu'ils n'avaient pas à souffrir en silence. Jake avait quitté son studio situé au-dessus de l'ancien garage. Les moteurs l'avaient aidé à verser un acompte pour une petite maison. Rien d'extraordinaire, mais c'était la sienne. Une vraie maison avec un jardin et un garage où il pouvait travailler sur ses projets personnels. Il conduisait toujours son vieux camion, car les véhicules neufs ne lui importaient pas, mais il avait désormais un but, une famille. La note de Sophie, celle qu'il avait trouvée cachée dans le coussin de son fauteuil roulant, était toujours épinglée au-dessus de son établi. « Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, j'ai mal. » Un rappel de la raison pour laquelle il avait fait cela. De ce qui s'était passé lorsque les experts avaient cessé d'écouter les personnes qu'ils étaient censés aider. Sophie elle-même avait connu une transformation encore plus spectaculaire.
Elle marchait désormais avec des béquilles modifiées sur mesure par Jake pour s'adapter parfaitement à elle. Elle utilisait toujours son fauteuil roulant pour les longues distances ou lorsqu'elle était fatiguée, mais sa mobilité s'était améliorée au-delà de ce que les médecins avaient prédit. Elle faisait du bénévolat au garage tous les week-ends et elle avait été acceptée au programme d'ingénierie biomédicale de l'Université d'État de l'Arizona pour l'automne suivant. Je veux concevoir des équipements qui aident réellement les gens, avait-elle dit à Jake. Je veux être l'ingénieur qui écoute. Reaper s'était adouci d'une manière que Jake n'aurait jamais pu prévoir le premier jour. Il restait dangereux quand il le fallait, mais au garage, avec Sophie et Jake, il était différent, plus calme, plus heureux. Il apportait du café tous les matins, le bon café de l'endroit de l'autre côté de la ville que Jake aimait. Ils étaient devenus de véritables amis, deux hommes issus de mondes complètement différents, qui avaient trouvé un terrain d'entente en s'occupant des personnes que le système avait abandonnées. Un matin, alors qu'ils buvaient leur café et regardaient Sophie organiser les rendez-vous de la journée, Reaper a dit quelque chose qui a marqué Jake. Pendant 2 ans, je me suis reproché de ne pas avoir réussi à la guérir. J'ai dépensé 40 000 pour essayer de trouver une solution. J'ai engagé les meilleurs spécialistes. J'ai utilisé les meilleures technologies, mais rien n'y a fait. Il a marqué une pause, le regard fixé sur sa tasse de café. Tu m'as montré que je posais les mauvaises questions. Je demandais combien cela coûtait et qui avait les meilleures références. J'aurais dû demander, est-ce que cela fonctionne et est-ce que cela aide ma fille? Vous m'avez appris que la confrérie avait étendu la mission de Jake au-delà de Mesa. D'autres sections des Hells Angels avaient entendu parler de ce qui se passait et reproduisaient le modèle. Des moteurs de l'Arizona, puis du Nevada, puis de Californie, trouvaient des mécaniciens en qui ils avaient une confiance et les mettaient en relation avec des vétérans handicapés qui avaient besoin d'aide. Les journées hebdomadaires de réparation étaient devenues la norme chez Martinez Mobility Solutions. Les anciens combattants venaient pour des réglages, des mises au point, des modifications. Les moteurs avaient appris les réparations de base auprès de Jake et ils aidaient pour les travaux simples, tandis que Jake s'occupait des reconstructions complexes. C'était une communauté au sens propre du terme. Des gens qui prenaient soin les uns des autres parce que les institutions les avaient laissés tomber. Puis Jake a reçu un appel qui l'a surpris. Une administratrice de l'hôpital des anciens combattants de Phoenix voulait le rencontrer. Jake a failli l'y refuser, car il se méfiait profondément de la bureaucratie, mais Sophie l'a convaincu d'accepter. L'administratrice a été étonnamment directe. Vos méthodes permettent au gouvernement d'économiser des millions en équipements retournés et en plainte. Elle lui a dit, les anciens combattants qui travaillent avec vous cessent de déposer des plaintes. Il est essentiel de retourner leur fauteuil. Il est essentiel de passer par notre système. Nous voulons vous engager comme consultant pour l'achat d'équipements. La réponse de Jake a été immédiate. Je ne veux pas de l'argent du gouvernement. Je veux que vous écoutiez les personnes qui utilisent le matériel. Écoutez-les vraiment. Ne vous contentez pas de cocher des cases sur des formulaires. L'administrateur a souri. C'est exactement pour cela que nous avons besoin de vous. Jake a accepté le poste de consultant, mais à ses conditions. Il examinerait les spécifications du matériel. Il siégerait au comité d'approvisionnement, mais il ne cesserait pas de travailler dans son garage et il ne ferait pas payer les anciens combattants pour son aide. Le département des anciens combattants a accepté. Certaines batailles ne se gagnent pas en faisant des compromis, mais en refusant tout compromis sur les choses qui comptent le plus. Le samedi matin est arrivé avec la lumière dorée qui rend l'Arizona si beau. Jake était de retour dans son garage, à son établi, travaillant sur le fauteuil roulant d'un enfant. Le garçon avait 8 ans, était atteint de paralysie cérébrale et son équipement, vieux de 4 ans, tombait en ruine. Il s'appelait Daniel et était assis patiemment sur un banc avec sa mère pendant que Jake travaillait avec l'intensité concentrée qui était devenue sa marque de fabrique. Sophie l'assistait, lui tendant les outils avant même qu'il ne les demande. Leur collaboration était si bien rodée qu'elle semblait chorégraphiée. Reaper et 2 autres moteurs observaient depuis le côté, apprenant, prenant des notes, comprenant que chaque modification apportée par Jake pouvait être reproduite, enseignée et diffusée pour aider les autres. Le travail était silencieux, presque sacré. Ce n'était pas seulement de la mécanique, c'était quelque chose de plus. La mère de Daniel était assise nerveusement sur un autre banc, les mains entrelacées, les yeux rivés sur son fils.
Sophie l'a remarqué et s'est assise à côté d'elle, comprenant sa peur parce qu'elle l'avait vécue. Je sais que vous avez peur, a dit Sophie doucement, mais Jake voit des choses que les autres ne voient pas. Il m'a vu alors que tout le monde ne voyait qu'un cas médical. Il verra votre fils. Les yeux de la mère se remplirent de larmes. L'assurance a refusé de prendre en charge son nouveau fauteuil. Ils ont dit que l'ancien était suffisant, mais ce n'est pas le cas. Il lui fait mal. Il ne se plaint jamais. Mais je le vois bien, et je ne peux rien faire car je n'ai pas les moyens d'en acheter un nouveau et le système ne m'aide pas. Sa voix se brisa. J'ai l'impression de le laisser tomber tous les jours. Sophie lui a pris la main et l'a serré doucement. Plus maintenant. Jake a terminé les modifications 1 heure plus tard. Le siège du fauteuil avait été reconstruit avec un soutien adéquat. Les roues avaient été remplacées par des roues qui roulaient bien. Le système de contrôle avait été recalibré pour répondre aux besoins spécifiques de Daniel en matière de contrôle moteur, lorsque Jake a aidé Daniel à s'installer dans le fauteuil reconstruit. Le visage du garçon s'est immédiatement illuminé. Le fauteuil répondait parfaitement à ses commandes, avançant quand il le voulait, s'arrêtant quand il le voulait, lui offrant un contrôle qu'il n'avait jamais eu auparavant. Daniel roula vers sa mère, et son rire était une pure joie. Le genre de son qui rappelait à tous ceux qui se trouvaient dans le garage pourquoi il faisait cela. Sa mère s'effondra en avant, serrant son fils dans ses bras, pleurant si fort qu'elle ne pouvait plus parler. Jake se tenait maladroitement à côté, mal à l'aise face à une gratitude qu'il ne pensait pas mériter. « Je fais juste ce qu'il faut faire », murmura-t-il. Après le départ de Daniel et de sa mère, lorsque le garage redevint calme, Jake s'assit sur son tabouret habituel. Sophie s'installa à côté de lui. Reaper s'appuya contre l'établi et tous trois regardèrent le coucher de soleil peindre le ciel à travers la porte ouverte du garage. Le silence confortable de personnes qui avaient vécu ensemble quelque chose de profond. « Tu repenses parfois à ce premier jour ?» demanda finalement Sophie. « Quand tu as décidé de dire la vérité à mon père ?» Jake sourit légèrement. « Tous les jours, je n'arrive toujours pas à croire que je ne me sois pas fait tuer. » Reaper gloussa, un son que Jake n'aurait jamais cru entendre 3 mois plus tôt. « Tu sais pourquoi tu ne t'es pas fait tuer ?» demanda-t-il en attendant que Jake le regarde. « Parce que tu as vu ma fille comme une personne, pas comme un problème. Tu as vu sa douleur et tu n'as pas pu détourner le regard. Ce n'est pas une compétence mécanique, c'est une question de caractère. Parce que tu as vu ma fille comme une personne, pas comme un problème. Tu as vu sa douleur et tu n'as pas pu détourner le regard. Ce n'est pas une question de compétence technique. C'est une question de caractère. » Jake secoua la tête. « J'essayais juste de réparer ce qui était cassé. » Sophie tendit la main et toucha sa poitrine juste au-dessus de son cœur. C'est vrai, mais ce n'était pas le fauteuil roulant qui était le plus cassé. C'était ici. Tu as réparé mon espoir. Jake regarda autour de lui son garage. Il le regarda vraiment. Le mur de photos montrant 47 vies changées. Les outils rangés sur les établis, prêts pour la prochaine personne qui aurait besoin d'aide. Les frères travaillant ensemble en arrière-plan, nettoyant après la journée de travail, préparant la journée du lendemain. Cet endroit qui avait été son échec était désormais sa raison d'être. J'ai passé des années à penser que j'étais brisé moi aussi, pensa Jake, les mots se formant dans son esprit avec la clarté d'une vérité absolue. Un mariage raté, une entreprise en faillite, une vie boiteuse où je n'avais rien à montrer de mon service, à part des cicatrices et des souvenirs. Mais j'ai appris quelque chose de Sophie, de Reaper, de tous. Nous sommes tous brisés d'une manière ou d'une autre. Chacun d'entre nous porte en lui des blessures qu'il n'a pas choisies et qui ne peuvent être complètement guéries. La question n'est pas de savoir si nous sommes blessés. La question est de savoir si nous sommes prêts à nous aider les uns les autres à guérir. Il s'avère que les meilleures réparations ne consistent pas à rendre quelque chose parfait. Elles consistent à rendre quelque chose fonctionnel, à rendre quelque chose à nouveau humain. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le parking où 95 motos étaient alignées en rangs ordonnés. Des frères venus pour être jugés et restés pour une cause. Une communauté fondée non pas sur des règles ou des règlements, mais sur le principe simple que ceux qui ont souffert doivent aider ceux qui souffrent, que ceux qui ont des compétences doivent les utiliser, que parfois le système échoue. Et quand c'est le cas, les gens ordinaires doivent prendre le relais. Jake se leva lentement, sa jambe blessée protestant comme toujours.
Mais la douleur ne le dérangeait plus. Elle faisait simplement partie de lui, lui rappelant ce qu'il avait survécu et ce qu'il avait appris. Sophie se tenait à ses côtés, stable sur ses béquilles et modifiées. Reaper posa une main sur l'épaule de Jake. Tous trois se tenaient debout, silhouettes se découpant dans l'embrasure de la porte du garage, regardant un monde qui avait tenté de les briser tous et qui avait échoué. L'écran devint noir et un texte apparut en blanc. Jake a désormais aidé plus de 200 vétérans handicapés. Les sections des Hells Angels à travers les États-Unis ont adopté son modèle, créant des programmes similaires dans 12 États. Sophie commence des études d'ingénierie biomédicale à l'automne prochain, où elle prévoit de concevoir des équipements qui privilégient l'expérience utilisateur plutôt que la commodité du fabricant. Marcus, Tommy et 43 autres vétérans aidés par Jake sont désormais bénévoles dans des cliniques de mobilité à travers le pays, enseignant les méthodes de Jake à d'autres mécaniciens. Le ministère des Anciens combattants a mis en place de nouveaux protocoles d'évaluation des équipements basés sur les recommandations de Jake, exigeant des tests par les utilisateurs finaux avant l'approbation des achats. Et Jake Martinez conduit toujours son camion cabossé, travaille toujours dans son modeste garage et continue de croire que la meilleure façon de réparer ce qui est cassé est d'écouter les personnes qui souffrent. L'histoire de Jake prouve que l'expertise ne vient pas toujours avec les diplômes. Elle vient du fait de se soucier suffisamment des autres pour voir ce qu'ils ne voient pas. Si cette histoire vous a ému, 3 choses. Abonnez-vous si vous croyez aux héros du quotidien qui choisissent le courage plutôt que le confort. Commentez «Réparer ce qui est cassé» si vous soutenez les personnes qui aident lorsque les systèmes échouent. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'une seule personne dotée de compétences et d'un grand cœur peut tout changer. Le monde a besoin de plus de personnes comme Jake, plus de personnes qui voient la souffrance et refusent de détourner le regard. Plus de gens qui misent tout sur ce qui est juste. Quelle partie du parcours de Jake vous a le plus touché? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'un badge ou d'un diplôme pour faire la différence. Il suffit de se soucier des autres. Rendez-vous dans la prochaine histoire où des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires.